2 minutes, nous allons parler à Amel Zaza, qui est directrice de l'Observatoire pour la justice migrante. Bon après-midi, Madame Zaza. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, alors, on ne sera pas porté le chapeau. C'est le lancement d'une campagne. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette campagne? On ne se fera pas porter le chapeau. Alors, c'est une campagne de 5 capsules qui sont disponibles sur toutes nos plateformes. On a lancé ça aujourd'hui. Et donc, c'est des capsules assez courtes, autour de 5 minutes à peu près chacune, qui abordent différentes thématiques. On voulait comme construire un matériel qui met un peu à l'épreuve, certains amalgames, raccourcis qui ont été faits, surtout cette dernière année, autour de l'immigration. On a beaucoup entendu l'espace médiatique être saturé par des affirmations où on associait l'immigration à différentes crises sociales. On a justifié la crise du logement par l'immigration, la surcharge des services publics, les problèmes de disponibilité dans les garderies, les pénuries, même au niveau des écoles, au niveau des profs, etc. Donc, J'ai tout l'impression, récemment même. j'ai l'impression, Madame Zaza, que vous n'avez pas entendu la dernière. Même la question Laquelle? de la DPJ. dénatalité. Hein? Ah, ok, oui. Celle-là, là, hein, elle est C'est ça, il y a bonne. une grande créativité, Elle disons, en est ce moment. Il bonne y a vraiment. rare. Elle est bonne rare, la dénatalité. Hein? Ouais. Parce Alors que que on c'est fait c'est venir. complètement fou. On le sait que c'est surtout les immigrants qui font des enfants. Donc, puis c'est souvent l'argument pour lequel on accepte plus d'immigration parce que c'est une population vieillissante et donc qui est moins active sur le marché du travail. Et donc, on fait venir plusieurs immigrants plutôt jeunes, avec des jeunes enfants ou aptes à construire des familles. Donc, justement, pour donner un coup au niveau démographique pour rajeunir la population au Québec et au Canada. Mais comment on peut faire en sorte que cette campagne ait véritablement un impact? Pas chez moi, là. Moi, je suis vraiment déjà impacté par la Ouais. campagne, mais chez les Québécois de souche qui ne comprennent pas, la plupart ne comprennent pas, se font Mhm. manipuler. Ouais. Tout ce qu'on voit, c'est comme exactement au sud de la frontière avec Donald Trump. Il y en Ouais. a qui sont de bonne foi, mais qui croient et qui gobent ce que Donald Mhm. Trump leur dit. J'imagine qu'il y en a aussi ici de bonne foi, mais qui Oui. n'arrivent pas à comprendre, à saisir Oui, toutes ces absolument. Comme vous le explications-là. dites, c'est des stratégies de manipulation de narrative. Hein. C'est vraiment facile de jouer sur la peur des gens, l'incompréhension. L'enjeu migratoire est quand même complexe. Il y a beaucoup de statuts et souvent on prend pour acquis que les gens comprennent de quoi on parle. Quand on dit les temporaires, quand on parle des travailleurs étrangers, des réfugiés demandeurs d'asile, des personnes sans papier, etc., les gens n'arrivent pas à naviguer toutes ces catégories d'immigration, surtout quand les personnes ne sont pas issues de ces parcours. Et donc, ça devient laborieux de comprendre de quoi on parle, mais aussi quand on parle de notions comme la capacité d'accueil, les seuils d'immigration, on ne sait pas exactement, les personnes de la population, en tout cas pour une grande majorité, ne savent même pas ce que ça veut dire ou comment c'est calculé. Donc, c'est facile d'aller surfer sur les émotions plutôt que de s'adresser à leur intellect. Et donc, c'est un peu l'objectif de cette campagne. En fait, on a produit vraiment un contenu vulgarité, accessible. On a fait appel, en plus des chercheurs de l'Observatoire, à des artistes, donc essentiellement des humoristes. D'ailleurs, c'est Manal Drissi qui a scénarisé les capsules, qui vit le Duc, qui a réalisé aussi, qui est le réalisateur de l'excellent documentaire Essentiel. Il y a Emna Achour qui est humoriste aussi, Gariana Jean-Louis, il y a l'artiste Webster et Fabrice Ville. Et donc on a mis quand même en commun beaucoup d'intelligence collective, de personnes concernées à qui on n'a pas beaucoup donné le micro cette dernière année, justement pour parler de leur point de vue. Et ces personnes ont produit quand même du contenu qui est vraiment accessible, mais qui est en plus drôle. Pas que tout ça soit drôle, mais je pense que tourner à la dérision, des fois, ouvrir des fenêtres par l'humour, l'art est quand même un outil très puissant quand on arrive dans des moments de crise comme ça, où même les espaces de conversation se font rares.
Donc, on voulait vraiment, avec cette série, réouvrir des espaces de conversation, permettre aux gens vraiment de mieux comprendre les enjeux, d'aller un peu dans la nuance, dans le factuel, dans leur donner un outil de compréhension avant tout, parce que c'est très important. C'est conçu comme un guide 101 autour des statuts, mais aussi des différentes notions. Puis on fait comme un espèce de fact-check. Est-ce que les personnes migrantes sont la cause de la crise du logement? Est-ce que on reçoit trop de réfugiés et demandeurs d'asile? Puis c'est ça. Dans chaque capsule, c'est un peu la trame, un narrative. On essaye d'amener les faits. C'est très factuel, c'est très bien argumenté. On s'appuie sur des sources, sur des chiffres, on n'exprime pas notre opinion personnelle. C'est vraiment quelque chose, c'est un travail rigoureux qui a pris plusieurs mois de recherche, d'écriture. Voilà, on espère que cette capsule va être utilisée comme un instrument justement de vulgarisation, d'éducation. Nous, on croit beaucoup à l'observatoire, à l'éducation et à la mobilisation des savoirs. Et je pense que c'est des capsules qui peuvent être une excellente matière justement dans les collèges, dans les universités, dans les écoles, pour démystifier tout ça. Parce que il faut commencer par le commencement. À un moment donné, il faut dire assez, c'est Mhm. assez, et surtout Oui, ramener les choses à leur niveau. Parce exact. qu'aujourd'hui, c'est une question, comment dirais-je, d'équité, c'est une question de Mhm. capacité. Les migrants font déraper tout le système, etc. Mais le mot n'est pas lâché que les migrants sont des indésirables et des voleurs et des pilleurs, etc. Mais Oui. qui sait demain? Oui, mais c'est ça, encore une fois, la capacité d'accueil, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même une notion qui est construite selon un certain paradigme politique. Hein. Ce n'est pas une donnée qui, en termes d'équation, quand on parle de capacité d'accueil, les personnes arrivent, oui, elles utilisent les services, mais elles y contribuent. Les personnes migrantes, notamment les plus précaires, c'est elles qui portent les systèmes, tous nos systèmes, tous nos secteurs d'activité. Pendant la pandémie, on les a qualifiés d'essentiels, d'anges gardiens. On a vu à quel point c'est grâce à eux et elles qu'on a pu continuer à se nourrir, à prendre soin de nos aînés, à continuer les services, les soins de santé, etc. Et tout d'un coup, il y a comme un revirement à 180 degrés et ils deviennent les indésirables qu'on peut se permettre de jeter du jour au lendemain. Hmm. Comme toutes les dernières mesures de resserrement de permis temporaires, de resserrement d'accès à la résidence permanente, de resserrement de permis pour les étudiants internationaux, c'est quand même des mesures drastiques qui arrivent en cours de route, alors que les personnes sont déjà sur le territoire. C'est assez grave. Il y a un mouvement de panique en ce moment, des centaines de milliers de personnes qui vont être impactées à travers le Canada, qui sont venues avec des projets de vie, de s'installer, de rester sur le territoire, de contribuer au niveau économique, mais aussi culturel, etc. Puis là, tout d'un coup, ils voient leurs rêves et leurs projets de vie complètement démontés parce Hmm. qu'on change les règles de jeu en cours de route. Puis Mais, ce qu'il ne mais, faut pas oublier, c'est qu'il y a tout un investissement derrière hmm. ça. Quand les gens quittent leur pays et qu'ils viennent s'installer ailleurs, il y a énormément d'énergie, mais aussi de moyens financiers qui sont misés sur cette réinstallation. Donc, c'est quand même injuste comme mesure et on ne réfléchit pas nécessairement au bien-être de ces personnes. On les traite comme des inputs dans une équation économique où on se dit, bah, aujourd'hui on en a besoin, on les utilise, demain on n'en a plus besoin, on les jette. Hmm. Mais ça, ça fait fi de l'humanité, de la dignité, des droits des personnes. Et on essaye vraiment de replacer ces questions là aussi au cœur du débat. Alors, quand on regarde, on fait un calcul simple, le Canada sait ce qu'on dépense pour l'éducation de Mhm, chaque Canadien, n'est-ce pas? Mais pour mhm, les migrants qui arrivent avec une éducation comme vous, comme moi, hein, on est mhm. arrivé quand même avec un bagage. On a Oui, coûté des milliers de dollars pour notre éducation et le Canada nous exact. reçoit, hein, sans Sans avoir avoir à dépensé dépenser pour effectivement sur notre la... Ouais. éducation. Et puis Mhm. là, on contribue à l'économie du Canada, mais ça, c'est trois fois rien. Hein? Oui, puis on contribue à l'économie, mais on paye des impôts, on paye toutes les cotisations comme toute personne citoyenne. Donc, il est tout à fait juste qu'on puisse aussi bénéficier
d'un filet social. Et maintenant, je pense que le mouvement réclame, tant qu'à être, la résidence permanente pour la plupart des travailleurs. Oui, parce que si les gens sont assez bons pour travailler, ils sont assez bons pour rester. Pourquoi on crée une sous-classe de travailleurs qui sont temporaires, qu'on peut jeter à n'importe quel moment, qu'on peut déporter, dont on peut arrêter les permis? Parce que cette demande de main-d'œuvre, elle n'est pas temporaire. C'est des secteurs névralgiques où la demande est permanente. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de l'ONU qui est sorti récemment où le rapporteur disait exactement ça. Il disait que c'était une précarité structurelle, une précarité qui est comme construite, alors que c'est des besoins en main-d'œuvre qui sont permanents, qui sont là depuis au moins les 50 dernières années. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on maintienne des centaines de milliers de personnes dans la précarité d'un statut qui, en plus, ne leur permet pas de défendre leurs droits? Parce qu'il faut comprendre que c'est que le travailleur temporaire, surtout avec permis fermé, c'est une forme de travail non libre. Toi et moi, éventuellement, si on n'est pas content avec notre employeur, on peut partir, si on est victime d'abus, de harcèlement, on peut changer d'employeur. Mais une personne avec un permis fermé, elle ne peut pas faire ça. Parce que si son permis de travail, si son contrat s'arrête, elle peut être déportée. Elle perd son statut. Donc, c'est vraiment mettre les gens dans des situations de détresse humaine où on leur permet, même pas, on installe en fait l'infrastructure qui les empêche de défendre leurs droits. Et donc, si on part du principe que l'économie repose sur ces secteurs, l'économie repose sur cette main-d'œuvre, si on fait venir les gens ici, il faudrait, pour ceux et celles qui souhaitent rester, s'établir, leur offrir des passerelles vers la résidence permanente. Il y Et a... leur offrir la possibilité de ramener leur famille, parce que nous, on a des témoignages de personnes qui, depuis des années et des années, n'ont pas pu voir leurs enfants ou leur famille. C'est quand même des situations assez inacceptables. Madame Zaza, il y a quand même une évolution dans le style d'immigration que le Canada nous a proposé ces dernières années. On semblait comprendre qu'il y avait une différence entre le Québec et le reste du Canada. Le Québec qui a fermé le chemin Roxham, il a tout fait pour, etc., qui ne voulait pas et qui voulait diminuer le seuil de l'immigration ici. Et puis ailleurs au Canada, mais c'était un autre ton. Sauf qu'aujourd'hui, ça a changé. Le reste du Canada ne veut pas plus d'immigrants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une année électorale. Hein? Donc, il ne faut pas oublier que c'est une année électorale. C'est les élections en 2025 au niveau fédéral. Puis, on le sait que ça va être la thématique forte des élections. On le voit déjà. Puis, alors que le gouvernement Trudeau avait promis, il y a à peu près 3 ans, un programme de régularisation large et inclusif, ils sont revenus sur cette promesse, mais ils ont resserré encore plus la possibilité d'accès à la résidence permanente en diminuant le seuil pour les demandes humanitaires, en diminuant le seuil de l'immigration permanente, en mettant des moratoires sur les permis, etc. En fait, c'est comme un ensemble de mesures qui sont très conservatrices, mais les grands sacrifiés de l'équation, c'est les personnes, les centaines de milliers qui sont déjà sur le territoire. Mais ce que le Canada est allé solliciter pour combler les besoins en main-d'œuvre au lendemain de la pandémie ou pendant la pandémie également. Donc, c'est un changement de cap, mais il est guidé par un certain électoralisme parce que c'est les sondages, en fait. C'est les sondages qui définissent aujourd'hui si on prend plus, moins. Mais allô? Oui, je suis là. Oui, ce qui va me surprendre le plus, c'est de voir le changement de cap aussi de la part du Québec par rapport à la langue qui voulait franciser un peu tout le monde et tout le monde sur le territoire, ce avec quoi on est d'accord tous, n'est-ce pas? Sauf que quand vient le temps de donner les moyens pour franciser les immigrants, ben, c'est les immigrants qui demandent qu'on les francise et les moyens ne viennent toujours pas. On n'a pas de moyens pour franciser les immigrants. Alors là, j'ai beaucoup de misère à croire qu'il y a de la bonne foi dans cette attitude-là. Oui, encore une fois, c'est la même logique. C'est-à-dire que quand il faut sacrifier, quand il faut restreindre les dépenses et tout ça, on s'attaque aux personnes les plus marginales de la société. Parce que la question de la francisation, c'est même pas une question
souvent, on l'évoque toujours sous le prisme de l'identité québécoise, de l'importance du français, etc. Mais pour les personnes migrantes qui ne parlent pas français, c'est vraiment handicapant aussi. Hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, mettons, dans un chantier de construction ou dans un milieu industriel, etc., si la personne, elle ne parle pas français, elle est même pas capable de se protéger contre les dangers que pourrait représenter son lieu de travail. Elle n'est pas capable de communiquer avec son employeur, elle n'est pas capable de se défendre si jamais elle est victime d'abus ou de harcèlement. Donc, c'est comme tous ces éléments-là aussi qu'il faut considérer dans l'équation parce que c'est ça, c'est important, mais aussi c'est l'accès éventuellement à un statut permanent parce que la francisation, ça fait partie des critères, en fait, si les personnes parlent français ou pas, qui vont leur permettre éventuellement d'accéder à la résidence permanente au Québec. Voilà. Amel Zaza, directrice de l'Observatoire pour la justice migrante. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Zaza. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.